c'était pas une vidéo que j'avais prévue, mais c'est une vidéo que j'ai vraiment envie de faire. J'étais chez moi, tranquille, et je suis tombé sur un livre que j'avais jamais vu de ma vie, qui s'appelle tout simplement Les 1001 inventions qui ont changé le monde. Euh, que dire de plus? Je pense que tout est dit dans le titre de ce gros pavé, ce gros bouquin énorme qui doit peser peut-être 1,5 kg, sans mentir. Et au moment où j'ai vu ce livre, en fait, j'ai feuilleté une page et je me suis dit, ok, c'est bon, ça va être une vidéo ASMR. Parce que je trouve ça trop cool de, comment dire, vous. Alors, peut-être pas vous faire apprendre des choses, n'abusons pas, parce que sûrement que les inventions, on en connaît quand même certaines, voilà. Mais voilà, de découvrir un petit peu quelles ont été vraiment les avancées dans l'humanité, on va dire, pour qu'on soit ici aujourd'hui avec tout ce qu'on a autour de nous, voilà, qui nous entoure. Donc, alors je sais pas, enfin si je sais un truc, c'est que c'est dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que voilà, le début du livre, c'est vraiment le début de l'humanité, et après, à la fin, ça va jusqu'en 2013, je crois. Donc je pense que ce livre est assez vieux, mine de rien. Donc, par exemple, lisons la première invention. Donc voilà, comme je vous ai expliqué déjà, il y a quasi 1000 pages voilà, sur ce livre. Je vous dis, il est énorme. Mais c'est surtout, voilà, à partir de la page 21, moins 2 600 000 avant Jean-Claude Van Damme, et ça va jusqu'à 100 avant Jésus-Christ, et ensuite l'autre ça va de moins 27 à 1799. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sacré bond dans le temps là, dans ces deux-là. Lui de 1800, 1859, 1860, 1900, 1891, 1892, 1924, 1925, 1951, 1952, 1968 et 69, 2008. Ah, ça s'arrête à 2008, je me suis trompé. Bon, en tout cas, on va aller à la page 21. Let me see. Hop, page 21. Déjà, on voit quoi? Du feu. Très très bien ça. Très très bien, parce que vous le savez, le feu ça permet de faire cuire exactement des brochettes de poulet. Et ça fait super plaisir. Bon, on commence avec un grand classique, hein, évidemment, les outils en pierre. Voilà. Les outils en pierre, les meilleurs matériaux, l'obsidienne, une forme naturelle du verre, le chair, le silex et le cal. Le calcédoine, alors excusez-moi, je lisais sur le livre sans regarder le retour qui est devant moi. Du coup, voilà, je lisais ce petit truc. Bon, je sais pas si je vais lire tout le paragraphe pour les outils de pierre. On va plutôt prendre des trucs qui sont un peu plus, voilà, qu'on connaît peut-être un peu moins peut-être. Donc, on a les vêtements, on a la lance, on a l'hameçon. Tiens, c'est marrant ça, l'hameçon quand même. D'ailleurs, il y a du coup un peu de page turning, hein. Alors voilà, je me disais bien qu'il y avait une autre page. Le bâton de comptage, le perçoir. Alors, le biface. Ok, alors qu'est-ce que c'est le biface? Alors, quand je vais lire un truc, peut-être que je vais prendre le bouquin et rapprocher parce qu'on voit vraiment rien sinon. Donc le biface, les hommes de l'âge de pierre améliorent leurs outils et leurs armes. Ok, donc on est sur un matériau peut-être un peu plus puissant, plus solide. Voici plus de 2 millions d'années d'utilisation d'outils d'origine minérale donna le coup d'envoi de ce que nous nommons l'âge de pierre et marqua le vrai début de l'humanité. Si les techniques ne cessèrent de progresser, c'est au paléolithique supérieur, 30 000 ans avant Jésus-Christ, que débuta leur âge d'or. Nos ancêtres découvrirent comment frapper un bloc de pierre dure, le nucléus, à l'aide d'un outil de pierre, d'os ou de corne, le percuteur, afin d'en détacher
arracher un morceau de la taille, de la forme et de l'épaisseur convenant à la fabrication d'un outil particulier. Racloir, faucille, couteau, pointe de flèche ou de lance. À mesure qu'on en tirait des éclats, le volume du nucléus se réduisait, d'où l'expression de réduction lithique. Ok, selon leur disponibilité et leurs caractéristiques, plusieurs types de pierres pouvaient être utilisés, mais les plus populaires a toujours été le silex. Ok, d'accord. Sympa. Sympa ces petites infos. Alors, désolé dans le retour, comme c'est un retour qui est assez space, j'ai un peu du mal à lire, du coup je bug sur certains mots. Alors, qu'est-ce qu'on a? La couture, le propulseur. Comment ça, le propulseur? Vers 1500, lorsque les conquistadors rencontrèrent les Aztèques, ils furent horrifiés de la vulnérabilité de leur armure face aux javelots de ses adversaires. Les Aztèques utilisaient le propulseur, un instrument simplissime dont l'homme se servait depuis plus de 20 000 ans pour la chasse à distance. Cette arme se compose d'un javelot long de 1,80 m dont l'arrière comporte une encoche. Celle-ci vient épouser la protubérance pratiquée sur la partie postérieure du propulseur proprement dit. Il s'agit d'une planche de 60 cm de long, munie d'une poignée à l'avant. Le propulseur agit comme un levier, il prolonge le bras et imprime au projectile. Ouais, c'est un arc quoi. Tu vas pas me casser les couilles. Après, c'est pas mal. Je rigole, hein, évidemment. D'ailleurs, je kiffe vraiment les petites illustrations qu'ils mettent. Parce que là, on peut voir une personne qui, du coup, est probablement décédée depuis des milliers d'années. Et ça fait bizarre de voir ce genre d'image. Ça, j'avoue que les images, c'est quand même assez insane. Oh putain. Je guette un petit peu le traîneau, la brique crue. Je sais pas ce que c'est une brique crue. Le ciseau, la métallurgie, la pirogue. Évidemment, tous ces trucs super importants. Le grenier, la fronde. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est que pour nous, on vit dans un monde où tout est acquis. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir un grenier, mais c'est vrai que le grenier a été inventé. Enfin, la pièce, le grenier, ça a été créé voilà, un jour ou l'autre. Bon là, en l'occurrence, c'était 9500 avant JC. Et voilà, qu'est-ce qu'ils disent? La meilleure méthode pour stocker les céréales? Bah ouais. Le premier grenier construit par l'homme a été découvert sur un plateau aride proche de la mer Morte en Israël. La structure en cube de 3 mètres d'arête était enfouie à 50 cm sous le sol. C'est la taille réduite de la construction qui a alerté les chercheurs ainsi que ses deux niveaux. Particularité jamais vue sur un bâtiment de l'époque. Et surtout, le grenier se trouve sur les emprises de l'une des premières communautés agricoles de la préhistoire. Fondé alors que les hommes venaient juste d'adopter l'habitat fixe, autrement dit ce grenier est le jalon de la transition historique qui vit les chasseurs-cueilleurs nomades se transformer en fermiers sédentaires. C'est tellement intéressant. Sauf que là, je regardais sur quoi je tombe, les chaussures de Skyheart. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. On peut voir d'ailleurs, voilà, l'ancêtre de Skyheart, donc ça remonte à des milliers d'années, encore une fois, 7000 avant JC. Les Amérindiens protègent leurs pieds. Alors ça c'est intéressant. Je pense que vous pouvez lire d'ici en vrai. En fait sur mon retour, les lettres elles sont... c'est pas qu'elles sont floues mais c'est un peu space. Non, je pense que vous pouvez lire, je vais pas lever le livre. Depuis les deux premières versions destinées à protéger les pieds jusqu'au modèle produit aujourd'hui par l'industrie de la mode, la chaussure a joué un rôle essentiel dans l'aventure humaine. Comme pour toutes inventions, il n'y avait pas de pluriel pour toute invention ancienne. Le lieu et le moment de son apparition sont difficiles à déterminer. C'est pas faux. Pour l'instant, les chaussures les plus anciennes ont été découvertes en Amérique et datant d'environ 7000 avant JC. Elles étaient faites de cordes, de feuilles et de peaux de bêtes, des matériaux périssables, si bien que les exemplaires retrouvés sont rares. Pourtant, certains archéologues font remonter l'invention à 40 000 avant JC en examinant des squelettes humains datant de cette période. Ils ont remarqué une réduction des os, des orteils. Ah ok, du coup ils en déduisent en volume et résistance qu'ils attribuent à la protection du pied, mais il ne s'agit que d'une théorie. Ouais. Effectivement, c'est incroyable. Je kiffe ces petites histoires et là on est qu'à la 40
45e page et j'ai sauté plein d'inventions. Le truc c'est qu'on pourrait faire un petit bond dans le temps. Le plâtre, mais oui, le dentifrice, 5000 ans avant JC. Le dentifrice, tout simplement, les choses simples. Les pâtes destinées à nettoyer les dents et à rafraîchir la laine ont vu le jour en Égypte 5 millénaires avant JC. On mélangeait alors de la myrrhe, de la poudre de pierre de ponce, donc c'est ça le mec, et de la cendre de sabot, de bœuf à de la coquille de veau, de la nacre pilée, cet abrasif fin et parfumé s'appliquait du bout de l'index. 3 siècles avant Jésus-Christ, un gentilhomme chinois du nom de Wang Di affirmait que l'on pouvait guérir les rages de dents en piquant d'épingles certains points précis de la gencive du patient. Ce fut la première approche scientifique de l'hygiène buccale. Mais jusqu'au milieu du XVIIe siècle, la composition des dentifrices et la nature des soins dentaires durent beaucoup plus au mythe et à la superstition qu'à la raison. Ainsi, au tout début de notre ère, pour soulager les maux de dents, il était courant de porter un collier d'os trouvé dans des excréments de loup. Attends, je crois qu'il y a eu un problème dans le paragraphe, j'ai mal lu. Ainsi, je répète, ainsi au tout début de notre ère, pour soulager les maux de dents, il était courant de porter un collier d'os trouvé dans des excréments de loup. Mais à la même époque, Grecs et Romains avaient mis au point des instruments dévolus aux soins et à l'extraction des dents. Les dentifrices se répandirent en Europe à la fin du XVIIIe siècle. Pour le meilleur et pour le pire, car leur composition comprenait des abrasifs beaucoup trop puissants comme la brique pilée qui détruisait l'émail des dents, la glycérine ajoutée au mélange pour le rendre plus onctueux et plus agréable ne changeait rien à l'affaire. Vers 1850 débuta la vente en pot de crème dentifrice. En 1873, la société Colgate lança la production de masse de ce produit utilisé aujourd'hui au quotidien dans le monde entier. On va faire un bond dans le temps de malade. On va peut-être aller... on va peut-être avancer... ouais. Incroyable, c'est quoi ces images? Les ciseaux, ok. La clepsydre, comment lire l'heure sans regarder l'ombre? Ah, ça je connaissais pas. Où en étais-je? Oh, l'acier, incroyable. L'épée, putain les dessins, mais c'est tellement... C'est flippant, à la mort ce dessin. Oh la gueule du truc. C'est vraiment terrifiant. Bon, je vais lire l'épée évidemment, je pense que tout le monde connaît. Donc, le forgeage du fer autorise les armes longues. Une épée se compose d'une lame, d'une garde, d'une poignée et d'un pommeau. La lame possède un ou deux tranchants pour tailler ou couper, ainsi que d'une pointe pour les coups des stocks ou des stos, je sais pas, destinés à embrocher l'adversaire. Le mot épée vient du latin spata, qui désigne une arme longue à lame plate. À l'âge de bronze, les armes courtes du type poignard ou dague étaient courantes. Pour les épées, le métal imposait une limite avec le bronze. Impossible de dépasser une longueur de lame de 90 cm. Mais dès 1500 avant Jésus-Christ, grâce à la maîtrise de la fonte du fer et à la technologie du forgeage, des armes plus imposantes devinrent réalisables. Le sabre d'acier chinois à tranchant unique apparut au IIIe siècle avant JC, le glaive romain avec une garde bien différenciée de sa courte lame à deux tranchants posa de nouveaux critères d'ergonomie et d'esthétique. En Europe durant le Moyen-Âge, la physionomie de l'épée était bien définie. Lame à deux tranchants, large garde offrant la meilleure protection possible et poignée longue permettant la prise à deux mains. Au XVIe siècle, les Turcs introduisirent en Europe une lame courbe idéale pour trancher et frapper de taille. Elle donna naissance au sabre de cavalerie. Alors, je suis vraiment désolé si j'ai un peu de mal à lire, c'est juste que je pense que vous le voyez quand je baisse la page. En fait, il y a la lumière de ma fenêtre qui cache littéralement toutes les lettres. Genre les lettres elles deviennent blanches. Je sais même pas comment expliquer. C'est trop bizarre vu que c'est du papier glacé. Le noir devient du blanc. Vous le voyez là quand je bouge ma page. Vous voyez. Bref, c'est un peu galère pour lire. Je vais plutôt essayer de lire dans le retour, mais je vous avoue que j'ai un peu du mal. On a le gouvernement
exploser les portes, etc. Le pont de bateau, le sandwich, oh là là, le sandwich, délice, délice, let me see. Ok, donc déjà sandwich, moins 1000 avant JC. L'invention du sandwich est attribuée à John Montag, quatrième comte de Sandwich, mais on en crédite aussi il est l'ancien, un sage hébreu du 1er siècle après JC lors de la Pâque. Disent les textes, alors que le temple existait encore, il prit un morceau d'agneau, des herbes, enveloppa le tout dans un pain sans levain et le mangea d'une traite. Mais on a tout lieu de penser que le sandwich remonte encore plus loin. Au beau jour de l'Empire hittite, la ration des soldats consistait en un morceau de viande glissé entre deux tranches de pain, ce qui rendait le repas plus consistant. De nos jours, il existe une immense variété de sandwichs couvrant toute la gamme de la cuisine internationale. Mais la définition de ce casse-croûte a donné lieu à la controverse jusque devant une cour de justice américaine. La plus répandue est celle d'un repas léger constitué de deux tranches de pain et d'une garniture. Dans l'affaire, le comte de Sandwich ne se borna pas à baptiser cette innovation et lui conféra aussi sa popularité. Si Montag appréciait le sandwich, dit-on, c'est qu'il lui permettait de manger de la viande sans se graisser les doigts, ce qui en faisait un coupe-fin idéal durant une partie de cartes. Ok. La véracité de l'anecdote n'est pas établie, mais il n'en reste pas moins que les sandwichs devinrent au XVIIIe siècle du vivant du Montag le repas du midi de la majorité des Anglais, facile à préparer, à transporter, capable d'infinies variations. Le sandwich n'a jamais perdu en popularité, d'autant plus qu'il représente pour beaucoup d'entre nous un repas rapide et économique. On le trouve aujourd'hui aux quatre coins du monde. Et bien c'est vraiment intéressant, ces petites histoires. C'est vraiment pas mal. On a la poulie. La boucle. Comment ça, la boucle? Les Grecs anciens imaginent une nouvelle fermeture. La boucle, nanani nanana, les premiers étaient faits d'ivoire, d'os. Mais ça sert à quoi, je comprends pas. C'est le nom de la bosse centrale du bouclier qui avait ensuite dessiné la tâche d'une boucle. On trouve par exemple dans la sépulture. L'encre métallique, l'arbalète, la grue, la prothèse. Voilà des images plus... Waouh. La distillation. Attendez, c'est quel alphabet ça? C'est quoi cette merde? Je regarde l'image, je guette. Donc là on voit bien un truc, machin. En vrai c'est fou quand même la distillation. C'est un truc de malade. Mais quel est ce genre d'alphabet? On dirait un... Non, je comprends rien. J'arrive même pas... Je sais même pas si c'est un alphabet qui existe encore aujourd'hui. C'est peut-être... Non, j'en ai aucune idée. Vraiment aucune idée. La catapulte, la boussole, le haut fourneau, comme dans Minecraft, l'étrier, la selle, la charrue. Bon, on va arriver à l'ère de JC. Qu'est-ce qu'il y a eu par exemple à l'ère de JC tout pile? Est-ce qu'il y a eu des trucs intéressants? De moins 27 à 1799, on saute du coup d'une époque. Ouais, c'est ok. Le marteau arrache-clou. Punaise, c'est si vieux que ça, le marteau arrache-clou, sérieusement. C'est une dinguerie. La brouette, incroyable la brouette. Le papier, ça aussi, le papier. Sous-côté, hein, évidemment. J'ai vu une vidéo d'un chinois sur TikTok il y a longtemps qui faisait du papier. Voilà, qui montrait un peu toutes les étapes pour faire du papier. C'était assez fou à regarder. Ça, c'est le genre de vidéo, si vous êtes comme moi, où tu deviens un zombie en fait devant la vidéo, t'es en mode. Enfin, ça détend de fou. Tu regardes un mec faire du papier, t'es trop heureux dans ta vie, tu chill quoi. Le rouet, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est pour tisser un truc. Ouais. Ouais, ok. Ok. La loupe, incroyable. Le sextant, ah oui, le sextant. Ouais, c'est vrai ça. Le caractère d'imprimerie mobile. Ok. L'horloge d'édifice. La chaîne sans fin. Le canon. Rien que ça. Alors je suis désolé s'il y a des petites coupures. Tout
simplement, encore une fois, mes allergies, ça change pas. J'ai 4 chats chez moi et je suis allergique aux chats, donc je vous laisse deviner un petit peu. Et le dessin me met très très bien, c'est vraiment un feu d'artifice, littéralement. Et en plus, vous savez quoi, je me suis posé la question l'autre jour. Mais c'est vrai en plus. What the fuck? Je me suis vraiment posé la question l'autre jour. Je me disais, mais... Parce que j'ai vu un feu d'artifice l'autre jour, et j'étais en train de gamberger. Je me disais, mais ça a été inventé quand les feux d'artifice? Et là, je vois vers 1150 du coup. Bah là, j'ai envie de lire. Hein. Pour ceux que ça intéresse pas, je suis désolé, mais je vais être obligé de lire le feu d'artifice. Alors, la Chine découvre la pyrotechnie de loisir. Ok, donc c'est les Chinois qui ont inventé ça. Désormais indispensable lors des fêtes nationales et associé aux occasions de se faire plaisir pour peu. Composés d'un terrain dégagé, les feux d'artifice ont été inventés par les Chinois. Voici près d'un millénaire. Lors des célébrations religieuses, on jetait dans le feu des tubes de bambou bourrés de poudre afin qu'ils explosent bruyamment, peut-être dans l'intention d'éloigner les mauvais esprits. Sur le lot, certains cylindres défectueux ne détonnaient pas, mais partaient en fusée très vite. Le métier de pyrotechnicien, le spécialiste des feux d'artifice, fut considéré en Chine comme hautement prestigieux. Ah ouais. L'étape suivante fut malheureusement guerrière. On imagina d'attacher ces charges à des flèches qu'on décochait à l'arc dans un rapport écrit sur la bataille de Kaikeng qui opposa Chinois et Mongols en 1232. Il est dit que les Chinois attaquèrent leurs ennemis à grand renfort de flèches de feu volant. Mais ouais. En France, le premier feu d'artifice fut tiré place des Vosges en 1615 pour célébrer le mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Fireworks, la musique pour les feux d'artifice royaux de Handel, fut composée afin de célébrer la signature du traité d'Aix-la-Chapelle. En 1789, la prise de fonction présidentielle de George Washington donna lieu aussi à une explosion de pyrotechnie, mais ces feux d'artifice, toujours blancs ou jaunes, étaient bien monotones. Il fallut attendre le début du XIXe siècle où les travaux du chimiste Claude Berthollet, découvreur du chlorate de potassium, pour que leur palette de couleurs fasse scintiller les nuits. Incroyable. Voir également, ah oui, du coup ils te mettent un truc qui a un rapport avec ce que tu viens de dire, donc poudre noire, mousquet, canon, arquebuse, platine à silex, fusil à chargement, par la culasse, revolver. Ok, d'accord, incroyable. Ah, le dessin me met trop bien aussi, hein. Ça me met max. Mais j'ai l'impression que les Chinois, en général, on se fout de leur gueule en disant qu'ils font beaucoup de copies, etc. Mais au final, ils ont inventé beaucoup de choses. Le vilebrequin, bah tiens, c'est marrant ça, le vilebrequin en 1206, j'aurais pas imaginé. L'arbre à cames, c'est que des camés qui vivent dans des arbres. C'est magnifique. Punaise, mais c'est quoi ces dessins? Mais j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que... Là, ça peut être quoi l'invention sur ce dessin? J'essaie de capter. C'est impossible, je comprends rien. Et ben moi, je vous le dis. Hop, c'est l'automate. Mais je pense que vous l'avez vu. La faux, incroyable. Incroyable invention ça. Les lunettes, pareil. Pour tous mes bigleux qui me regardent. Faut remercier, c'est qui a inventé les lunettes. On attribue, on attribue à Salvino d'Armat et aux frères Alessandro da Spina l'invention des lunettes en 1284. Incroyable. Magnifique. La mine terrestre, un peu moins incroyable. Le mousquet. Nice. Nice. Arsenal. Putain, ils ont inventé Arsenal aussi. Qui était incroyable. C'est fou. C'est complètement fou. La chaîne de fabrication. Ah ouais. Le pluviomètre. Le ressort à boudin. L'anémomètre. L'arquebuse. Ça me dit un truc, l'arquebuse. La presse à caractère métallique mobile. Waouh. Et B. Et donc ça c'est un exemple de ce que tu pouvais écrire comme texte
j'ai fait, et encore, vous avez vu le nombre de trucs que j'ai sauté. Là, on est à 30 minutes de vidéo et il y a encore tout ça. Donc il y a vraiment un monde où je fais un épisode 2. En vrai, je dis ça à chaque fois et ça m'arrive rarement de faire un épisode 2. Mais là, je vous avoue que je suis intéressé le bouquin, quoi. Le bouquin m'intéresse vraiment. La brosse à dents, ah ouais. Ils inventent. C'est Cogno invente le dentifrice. C'était quoi? C'était il y a 5000 ans, un truc comme ça. Je me rappelle plus de la date. Sauf que ils inventent la brosse à dents en 1500. Faut réfléchir au bout d'un moment. C'est pas compliqué de se dire putain merde le dentifrice, faut arrêter de se le mettre sur l'index et de se frotter les dents avec. Putain, c'est pas possible ça. Abuse. Franchement, abuse toi aussi. Le miroir de verre, c'est fou. La gravure à l'eau forte, le moulage en sable. Ah oui, ça fait déjà c'était qu'à l'époque. C'est dinguerie par contre, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là sur la photo d'à côté? C'est quoi le rapport là? Attendez. Bah non, c'est la montre de poche. Parce que là, il y a un mec qui tape sur le dos d'un mec qui est en train de se dégueuler dessus. Ah non, mais ils font juste la fête en fait. Je viens de capter, ok. Ils font la fête et ils sont complètement bourrés, d'accord. D'accord. La serrure à combinaison. Waouh. 1550. Ah, c'est fou ça. Le préservatif. Le condom est une armure contre la jouissance et une toile d'araignée contre le risque. C'est bien dit. La théodolite. Le crayon de graphite. Le calendrier grégorien. Aïe aïe aïe. Aïe, le calendrier grégorien. Et ça marchait comment? Maius. Ok, Maius c'est peut-être mai. Junius c'est juin. Mars, avril, Martius, Aprilis. Et du coup ça va jusqu'au. Je vois que ça va jusqu'au 31. Et après ça revient en 1. Et ouais en fait c'est pareil que là, des fois ça va au 31, après ça va au 30, 31, 30. Ah c'est dommage qu'on voit pas les autres images. Mais c'était pas mal. Je pense qu'on va se laisser sur un banger comme le journal. En vrai, est-ce qu'on peut pas se laisser sur un banger de cette amplitude? Bon là, attends, c'est écrit en quelle langue? De l'allemand j'imagine. Ouais, peut-être. Sur ce, si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me dire. Moi j'ai beaucoup aimé faire cet épisode malgré mon allergie. On apprend des trucs. On fait un petit peu de chuchotement, voilà, en mode détente. C'est vrai que ça fait un petit temps que j'avais pas fait de vidéo, je n'avais pas envie du tout. Et j'ai pas envie de me forcer. Voilà, je vous dis, j'ai pas envie de me forcer. Je... À la base, je m'étais dit, tu feras une vidéo tous les 3 jours, etc. Sauf qu'au final, bah, je me dis, tant que j'ai pas trouvé une idée vraiment sympa à faire, je pense que c'est même pas la peine que je lance un record, parce que si c'est pour sortir une vidéo médiocre, comme à l'époque où certaines vidéos étaient vraiment pas bonnes, bah, je préfère pas en tourner. Tant pis, si je perds des abonnés, etc., ça m'est égal pour de vrai. On est là pour l'ASMR, pour la passion de l'ASMR avant tout. Et j'espère que cette vidéo vous aura relaxé. Je vous dis à la prochaine.